On se prépare donc pour aller, faire cette FIV. Je crois qu'il y a un tel stress qui pèse que là, je pense que c'est le moment le plus difficile, un des moments les plus difficiles entre Florent et moi. Un papa, une maman, épisode 3. Alors on se dispute pas, on n'est pas, tu vois? Mais je vois juste qu'on a besoin, moi j'ai besoin de me sentir, tout le temps portée à bout de bras et lui il a besoin d'oxygène et de mettre cette petite barrière qui fait qu'il se protège si jamais ça marche pas, quoi. Je nous sens tendus, c'est normal, c'est normal. Je pense que un couple qui se connaît depuis 10 ans, qui vivent ensemble, aurait un stress énorme aussi, je pense. C'est vraiment une telle responsabilité que tu mets à cet endroit-là, et puis ça va tellement conditionner la suite de ta vie que je vois pas comment tu peux être détendu, détaché. On me dit il faut être dans le lâcher prise. Moi, j'ai jamais réussi, hein, personnellement, à être dans le lâcher prise à ce moment-là. Et puis j'ai quand même un traitement de malade. C'est-à-dire que quand tu n'as plus assez d'hormones à ton âge, on est obligé de te faire un cycle complètement artificiel. Et là, on y va, hein. Surtout, ouais, les doses. Je me souviens avoir eu jusqu'à 17 comprimés par jour à manger. Enfin, avaler. Et j'appelais la clinique. Au début, je supportais pas du tout. La première semaine, ça allait. Deuxième semaine, je pouvais plus. Et je leur disais, je vais vomir. Enfin, je peux pas garder ça. Je peux plus. Mon corps ne peut plus. Et puis sans compter la fatigue, l'humeur, il y avait 2 médicaments, combinés qui me donnaient tellement envie de vomir, mais tellement que la nuit, ça me réveillait. Je savais plus si je devais être assise, debout, je me disais: «Mais j'y arriverai jamais» et puis il y a un moment où ton corps, il est obligé d'accepter. Tu vois? C'est-à-dire que alors c'est quand même très lourd, hein, comme traitement, tu sens que tu pas bien, mais t'es plus, au bord de pas pouvoir y arriver, quoi. C'est-à-dire que ton corps, il ingurgite quand même et puis bon, ça va un peu mieux. Mais le fait de retrouver ça, les oestrogènes, mais c'est un truc, tu te tirais une balle, quoi. Donc voilà. Donc le traitement est hyper dur, mais tu te dis: «C'est pour la bonne cause, il faut que j'y arrive, il faut que ça marche» et tu tellement dans ce tunnel, où tu vois le bout et tu te dis: «Là, c'est la FIV, il faut que j'y arrive». Donc en fait, tu as quand même une force décuplée. Là, je t'explique, ce que je ressentais, mais à aucun moment j'avais l'intention d'arrêter. Je me disais: «Je peux plus, mon corps il peut plus, peut-être que je vais tout rejeter, mais je le fais, je le fais, je le fais, je le fais». So just to remind you, pushing back and starting in some 10 minutes. So trust you're comfortable and enjoy the short flight with us. L'été arrive et en août 2019, Pascal et Florent décollent pour Séville en Espagne pour leur FIV. Séville, on connaît pas. On prend un hôtel avec une piscine. Voilà, on se fait vraiment plaisir, comme si c'était des vacances. En plus, on se dit qu'il va y avoir le recueil de spermatozoïdes, donc on va y rester quand même plusieurs jours, plus le recueil des ovocytes, puis après la fécondation qui prend 5 jours puisqu'on a demandé des blastocystes, plus ce transfert. Voilà, on reste bien 8 jours. Donc on veut qu'il y ait du confort. Donc voilà, c'est un super cadre. On a un réel coup de cœur pour Séville. Donc c'est plutôt chouette. Moi ça va. Après Pascal, elle est bombardée de médicaments. Donc je, je pense elle a hâte en fait que tous ces sacrifices et toute cette prise de médicaments ait un sens. Donc je pense qu'elle est contente d'être à Séville, contente enfin qu'il y ait le transfert. Et puis en même temps une énorme appréhension, puisque nous, notre stress, c'est combien de blastocystes on va avoir. C'est vraiment notre inquiétude. Parce qu'on se dit, bon, bien sûr, on a envie que ça marche du premier coup, la FIV. Si ça marche pas, on espère qu'il y en aura d'autres blastocystes et on pourra le refaire une deuxième, troisième fois. Donc c'est vraiment notre gros stress. Voilà, mais on visite la ville, ça se passe bien, on se fait des petits restos. Elle m'a dit qu'en fait, ses parents, le jour de sa conception, ils avaient mangé une paella. Donc on va dans un super quartier qui s'appelle Triana et on mange une paella. On se fait super plaisir, voilà. On se dit qu'on essaie d'aligner les planètes pour que ça puisse opérer le jour J.
on est vraiment à l'affût, puisque on sait que ce jour-là aussi du recueil, il va y avoir le recueil des ovocytes, donc on regarde toutes les jeunes filles, hein. On se dit que sur un périmètre de 2 km², on s'est croisés. C'est troublant, c'est qu'à un moment, on était au même endroit presque. Et ça, ouais, ça c'est bizarre. Donc voilà, notre regard balayait beaucoup les rues quand on s'approchait de la clinique. On va à la clinique. Là, moi, je suis un petit peu déçu par rapport à l'accueil, la réception. Ils parlent pas français, donc ils parlent pas anglais. Je me dis mince, c'est quand même une clinique internationale. Je trouve ça un tout petit peu léger. T'as l'impression de pas être attendu en fait. Mais ce moment, il te paraît interminable. Le moment où tu te dis, mais attends, on est là quoi. Ça fait 6 mois qu'on prépare ça. Comment c'est possible de pas être attendu autrement? Donc déjà, j'ai une première déception. Et enfin, la salle d'attente, où c'est une salle d'attente commune, où il y a d'autres couples. Donc là, c'est encore un grand moment d'intimité. Ouf. Donc il y avait un couple, un homme et une femme. Il y avait 2 femmes et il y avait Florent et moi. Donc tu te dis ok, d'accord, super. Donc tu parles, tu chuchotes comme ça. T'as l'impression d'être dans la salle d'attente du médecin, mais ça te fait monter un stress. Enfin, faut pas oublier que Florent, il doit faire le recueil dans 5 minutes, quoi, ou dans 10 minutes. C'est inimaginable. Donc là, on se dit que les locaux sont vachement beaux, mais qu'en fait, c'est vachement mal foutu. T'es au milieu des autres, que tu vois avoir les mains moites, dans le même état que toi, en fait. Tout le monde est dans le même état. Là, ta correspondante française vient te voir. Et elle nous dit, voilà, Florent, c'est aujourd'hui donc, c'est le jour du transfert, si vous voulez aller dans une petite salle pour qu'on recueille votre sperme. Et là, pareil, je me dis, mince, j'avais pas forcément envie, même si les gens, on va dire, parlent espagnol ou anglais, je ne sais pas, que sais-je, mais je ne voulais pas, en fait, qu'on parle de mon intimité, de notre intimité devant une salle, enfin, devant des gens dans une salle commune. Je pensais vraiment que ça allait être dans un petit bureau. Je vais dans la salle pour faire mon recueil de sperme. Là, c'est compliqué parce que tu te rends compte qu'ils accompagnent pas du tout le père. Que la FIV, c'est la mère, en fait. Sauf que moi, mon projet, je suis pas je veux que tout soit partagé. Et donc, je veux que la qualité de service soit la même pour moi. Pour moi, c'est important de donner mon sperme. Et donc, c'est une petite salle sombre, presque une sorte de KGB. Enfin, voilà, il y a donc, elle dit, voilà, il y a une télé avec des DVD si vous voulez. Bon, le lecteur DVD, ça ne marche pas, mais c'était pas pour voir un film, mais je voulais voir en fait la qualité du service. Et puis aussi, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas hétérosexuel. Donc, il n'y a pas aussi de DVD pour gay. Enfin, je pense que nous ne sommes pas les premiers patients à avoir ce projet-là, je pense. Et donc, je pense que c'est important aussi d'accompagner tous les patients. Vu qu'ils acceptent tous les patients, à un moment, moi, j'ai le droit aussi, entre guillemets, à avoir le même service. Donc, si à un moment, ils proposent des DVD, je vois pas pourquoi ils s'intéresseraient pas un tout petit peu à la sexualité des patients. Et donc, pour moi, c'est difficile. Je me fais mal. Voilà, c'était un peu traumatisant. Et je fais la chose et j'ai pas beaucoup de sperme. Parce que j'étais stressé. J'ai pas grand chose et ça me stresse. J'ai quelques gouttes. Donc je donne et je leur dis je suis désolé et ça va très vite. Fait non, vous inquiétez pas, ça va aller. En plus on fait un IMSI et tout, donc on va choisir les spermatozoïdes. Voilà, donc c'est vraiment ma seule expérience pour moi avec la clinique et vraiment je l'ai pas bien vécu et Pascal elle était attristée de ça. Après, on va se promener et on doit se promener pendant 5 jours et attendre 5 jours, savoir si on a eu des embryons et combien. Le premier jour, après le recueil, on se parlait à peine en fait. T'es un zombie quoi. Et puis les jours suivants, le premier jour, tu dis bon alors à J1, il y avait combien d'embryons qui ont été fécondés? Ils te disent ah je sais pas, on vous dira J5. Non, on voudrait savoir à J1. Alors à J1, il y en a eu 9 mis en fécondation, il y en a 7 qui ont pris. Ah d'accord, super. J3, tu téléphones, ils disent ah non, J3 on dit pas parce que si on veut vraiment savoir, on était hyper tendus, on visitait un endroit magnifique. Enfin moi j'y étais pas et je pense que Florent il avait du mal à y être aussi. Et en fait, t'arrives à J5, il y en a 3.
et un quatrième qui est en expansion encore, mais ils savent pas trop. Donc là, on est rassuré. On est rassuré parce qu'on se dit, bon, c'est cool, c'est une belle opération parce qu'en fait, le protocole 8 ovocytes est moins cher que le protocole 3 blastocystes. Donc on se dit, bon, bah en plus, on a gagné de l'argent, entre guillemets, on se dit, on a bien fait de pas prendre le protocole 3 blastocystes parce que ça nous aurait ruiné. On se dit, bah voilà, si ça ne marche pas cette fois-ci, on a l'épée Damoclès un peu plus loin de notre tête. Même si c'est pas gagné en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des échecs de 2, 3, 4 FIV. Mais bon, on se dit on peut respirer. 5 jours après le recueil, Pascal et Florent ont à nouveau rendez-vous avec la clinique pour le transfert cette fois-ci. Donc l'excitation est très prégnante chez nous. Pascal prend du Valium, donc elle est dans un autre état. Ça me fait beaucoup rire. Et on nous met dans une petite salle chouette. Enfin, là, pour le coup, voilà. Maintenant, il y a l'accompagnement de la maman, donc le cadre est plutôt sympa. On se met en charlotte, en blouse verte, comme si on allait faire, assister à une opération chirurgicale. Donc je suis là, je suis présent, je donne la main. On arrive donc dans la salle. Et donc c'est super, l'infirmière géniale. Enfin, vraiment une équipe, mais hyper présente. Moi, je demande si je peux filmer, si je peux faire des photos. Oui, il n'y a aucun souci. Donc évidemment, moi je suis sur la table avec les pieds dans les étriers, donc ils vont me mettre la sonde qui va arriver jusqu'à l'utérus avec ensuite la pipette qui contient le petit embryon. Et Florent, lui, il est à ma gauche, il me tient la main, je crois. La biologiste arrive, elle dit quelque chose en espagnol, un truc comme duos embryos. Et là, on regarde la coordinatrice médicale, elle fait quoi Et la coordinatrice médicale a dit ah non, c'était un embryon. Donc voilà, à quel moment ils vont être professionnels? Enfin, ils avaient eu notre dossier. Enfin, ils sont professionnels, mais il y a des petits moments, des petits loupés, quoi. On se dit, mince, c'est dommage, quand même, c'est dommage. Mais comme c'était notre premier transfert, on voulait pas tout de suite griller nos chances. On avait 3 blastocystes, peut-être un quatrième. Et puis Pascal, voilà, sachant qu'elle avait 47 ans, on voulait pas que ce soit un risque pour elle, la grossesse. Donc, il n'était pas question qu'on mette deux embryons. Donc, elle dit, ah, c'est pas grave. Donc là, nouveau stress, on dit, mais attendez... mais vous allez le recongeler? Enfin, est-ce que c'est comme du poisson pané? C'est-à-dire que normalement, quand on recongèle, il est moins viable. Elle fait non, pas de souci. On fait d'accord, ok. Bon, on verra au prochain transfert. Hein. Bon. Et là, on te fait le transfert. Et ça, c'est le moment magique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on te met la vie en toi. On te met la vie. Là, on dit ce qui sera peut-être un bébé, tiens, je te place à tant de millimètres de la paroi utérine, voilà, je te laisse, et maintenant tu peux t'accrocher. Tu vois, donc c'est-à-dire que toutes les étapes d'avant, elles sont finies. Là, t'es à l'ultime étape. Ça, c'est un moment magique. Et en fait, je crois qu'on l'a vécu tous les deux de façon magique, peut-être plus Florent que moi encore, parce que moi j'étais sous Valium, donc complètement shootée, il te donne du Valium pour éviter les contractions utérines. Et je me souviens que Florent m'a dit qu'il était tellement ému qu'il avait presque des larmes. Donc voilà, je crois que c'était un très très beau moment. Tu repars chez toi et t'attends. Je me suis écroulée à 22h sous Valium. Le lendemain matin, j'étais émerveillée. Je me disais, cette vie, elle est là et elle va décider de s'accrocher ou pas. Donc tu vois, j'étais complètement émerveillée. Et d'ailleurs, je disais à Florent, mets ta main et tout. Et lui, il était hyper... ça l'agressait, quoi, que je lui demande ça. Je m'en rendais même pas compte. Tu vois, c'était quelque chose pour lui, c'était pas du tout concret. On n'en était pas du tout... On vivait pas du tout les choses de la même façon. C'est compliqué parce qu'ils disent, vous êtes enceinte. Ça y est, une femme est enceinte du moment où voilà le blastocyste est déposé sur l'endomètre. Mais non, parce qu'il y a 9 mois et il faut qu'il s'accroche. Puis après, il faut pas que l'immunité attaque trop le blastocyste. Donc moi, je fais hyper gaffe. Et pour moi, Pascal n'est pas enceinte. Non, on est dans le chemin. On a un cap, mais on n'y est pas du tout. Pascal avait besoin peut-être aussi de se dire, ça y est. Elle disait, oh petit chou. Elle parlait. Elle le faisait exister et moi, c'était même pas un fœtus. C'était même pas un fœtus, c'était un embryon. Donc, je fais gaffe, elle met ma main sur son ventre et là, j'ai une réaction un peu épidermique, peut-être un peu violente pour Pascal. Mais je dis, je suis désolé Pascal, mais moi, j'en suis pas là.
Non, non, me faudra du temps. Je me protégeais, quoi. Je vais le lendemain aussi à la clinique. Et là, je vois en fait plusieurs bâtiments de la clinique. Et là, je demande à la coordinatrice médicale, je dis, mais c'est quoi en fait ces autres bâtiments? Et elle m'explique en fait qu'il y a une cellule, un bâtiment vraiment spécialisé pour les femmes qui ont eu plusieurs échecs, qui ont essuyé plusieurs échecs de FIV. Parce qu'il peut y avoir aussi un problème de réceptivité endométriale. Et là, vraiment, il y a un médecin qui les suit tout le temps. Elles sont vraiment alitées. Il y a vraiment un accompagnement. Donc je dis bah d'accord, ok. Et j'en parle à Pascal. Je dis, tu vois Pascal, il y a deux vitesses quoi pour cette clinique. Normalement c'est une clinique privée. Et là je me rends compte que nous ne sommes pas que des patients, on est des clients et peut-être qu'il faut faire plusieurs échecs et payer pour avoir le droit à vraiment la formule plus plus plus. Donc ça me chafouine un petit peu. Mais en même temps, je comprends, c'est une logique, c'est un commerce. Donc je comprends cette logique. Je me dis pas, les enfoirés, voilà, une clinique n'est pas philanthrope. On en parle avec Pascal. On va dire au revoir à la clinique avant notre départ. Et là, on dit voilà, on aimerait bien en savoir un peu plus sur la réceptivité endométriale. On voudrait vraiment faire tout ce que fait la clinique ici, on voudrait le faire en France. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une personne qui fait le lien entre vous, la clinique, et nous, en France? Elle dit bah, on travaille souvent avec un gynécologue spécialisé dans les FIV un peu compliquées, sur la réceptivité endométriale. Et qu'on dit bah on le veut, on veut son contact, donc on l'appelle au retour en France, et lui, il va nous accompagner. En fait, je pense plus à l'échec qu'à la réussite. Je me dis, il y a plus de chances qu'on essuive un échec. Mais je le dis pas à Pascal, mais je suis plus encore une fois en distance. Pascal et moi, ce qui est bien normal. Elle est vraiment, c'est son corps, et son corps, il est modifié depuis plusieurs mois à cause des hormones. Là, elle porte le blastocysте. C'est bien normal qu'elle stresse. Mais moi, je suis pas dans cet endroit-là, et je pense qu'il faut pas. On rentre en avion. Et là, en fait, la première semaine, ça va parce que tu sais qu'il va y avoir cette fameuse nidation. Donc tu te dis, tout est en train de se faire. Donc t'es un peu, pas dans l'émerveillement, mais t'y crois. Tu te dis, bon, voilà, ils t'ont mis comme le truc à ça de la paroi, c'est pas possible que ça prenne pas. Et puis ensuite arrivent les jours qui précèdent la fameuse prise de sang, la fameuse bêta-HCG. Cette prise de sang, la bêta-HCG, elle permet de détecter une grossesse plus tôt et de manière plus fiable qu'un test de grossesse classique, le fameux test urinaire qu'on achète en pharmacie ou en supermarché et sur lequel on fait pipi. Et là, t'as l'impression d'avoir des symptômes, de plus en avoir. Alors, à la clinique, ils te disent c'est pas, les symptômes n'ont rien à voir avec une nidation ou pas, c'est juste que tout est artificiel, vous êtes gavé de progestérone, gavé, donc vous avez des symptômes et ça peut être ça ou pas ça. Ne vous fiez pas à ça, attendez. On peut rien vous dire de plus, vous attendez. Et ça, c'est interminable. Et quand tu arrives à la prise de sang, là, tu te dis, je n'ose même pas ouvrir. Je pouvais même pas ouvrir le truc. Je tremblais comme une folle. Je n'arrivais même pas à ouvrir l'ordinateur, le fichier sur l'ordinateur. Et on n'était pas ensemble avec Florent à ce moment-là. Je l'avais au téléphone en même temps que j'ouvrais le fichier. Et on s'était dit, ça va être qui tout double, c'est-à-dire très grande joie ou désespoir. Et en fait, ça a été ni l'un ni l'autre. Parce que j'avais un taux à 54 à c'était même pas J10, c'était J11, post-transfert. Et en fait, c'est un taux très bas, quoi. J'étais enceinte, mais la moyenne des femmes avait 220 à ce stade-là. Sachant que le taux, il doit doubler tous les 2 jours, à peu près. Doubler ou plus que doubler. Donc, ça voulait dire, dans leur esprit, quand je les ai appelés, j'ai dit non mais quand même je suis enceinte, et ils m'ont dit on peut rien dire là tout de suite, il faut vraiment attendre, ne vous réjouissez pas encore, etc. Donc là tu réattends le week-end du 15 août, etc. Et puis tu t'aperçois que le taux doit avoir plus que doublé ou doublé en 48 heures. Et moi, 4 jours après, j'ai pu faire la deuxième prise de sang que 4 jours après, donc c'était très très long l'attente. Il avait diminué de moitié, il était à 27. Et donc là, t'attends ta fausse couche. Et là, tu te dis, j'y arriverai jamais. Pourquoi
comment c'est possible avec les ovocytes d'une jeune femme de 18 ans, un très bon embryon, qui a été fécondé par un spermatozoïde grossi par 10 000, il y a forcément un problème. Et on te dit, ah non, 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 pas forcément. Ce qui est très positif, c'est que vous avez déjà eu une accroche, enfin ça s'est accroché, il y a eu bêta-HCG positive, donc ça c'est très positif dans nos pronostics, donc voilà, donc non, non, il n'y a pas de problème, mais t'es désespéré, tu te dis j'ai pas réussi à garder cet embryon qui était super, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Pourquoi je suis pas enceinte? Et comment je vais être enceinte un jour? Tu dis ils peuvent m'en mettre un deuxième, ça va faire pareil, pourquoi ça a baissé au lieu d'augmenter? Moi, je pleure, je suis désespérée. Et Florent, lui, il est beaucoup plus pragmatique. Et là, on se dit tout de suite, bon, on a le contact de notre gynécologue sur Paris. Je me dis, il y a de l'espoir en fait. Je dis, Pascal, on creuse. On a déjà nos blastocystes, on va refaire un transfert, mais pas tout de suite. Elle dit, bien sûr, on va vraiment faire tout pour qu'il y ait les meilleures conditions pour refaire un meilleur transfert, un deuxième transfert. Et donc, on est triste, c'est dur, mais en même temps, c'est notre première fois. Et puis, on va rencontrer un ponte et il va forcément nous déstresser par rapport à beaucoup de choses qui nous sont encore un peu inconnues. Mais ça nous rassure parce qu'on se dit, voilà, s'il y a eu un échec, c'est que peut-être qu'il y a un endroit où justement ça ne va pas et donc on va chercher le mal. Et on le trouve en fait, on le trouve assez rapidement. Elle a un problème de réceptivité endométriale. Donc en fait, son immunité se protège et donc tu tues l'embryon. Il n'a pas le temps de se développer. Donc on se dit c'est super, on connaît le pourquoi, donc on le dit à la clinique, on dit voilà, on reviendra quand tout sera assaini. Voilà, donc plein d'espoir les mois qui viennent et en même temps dur pour Pascal, dur parce que encore prise de médoc, là ça devient long. Voilà, à chaque fois un stress et des mini épées Damoclès à chaque fois, où on se dit est-ce qu'on arrivera à dépasser cet examen ou est-ce que l'examen en fait sera une sentence en disant ce n'est pas possible, c'est compliqué de porter un enfant pour vous madame. Et à chaque fois on les passe, donc en fait on navigue à vue tout le temps, on n'est jamais tranquille et en même temps on avance, c'est un bateau en pleine tempête, mais en fait, on se préoccupe pas de la vague, on se préoccupe plus, tu vois, de la côte. Voilà. Donc, on regarde la côte et puis les petites vagues, on les passe tant bien que mal. Mais pour Pascal, c'est dur. C'est dur. Parce que je pense, hein, elle se bat aussi un peu toute seule. Je suis pas là tout le temps, je bosse. En plus, on est dans un secret. Enfin voilà, on raconte pas tout à tout le monde. Moi, je fais gaffe. Encore une fois, tant que le bébé est pas là ou que c'est pas sûr, je suis très présent et en même temps je fais attention à nous en n'étant pas tout le temps là. Ouais, c'est des moments très difficiles pour Pascal, vraiment, 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 vraiment. Pascal enchaîne les examens, les biopsies notamment, et les mois passent. Des mois passés à attendre des résultats, attendre des rendez-vous, tout en continuant les cachets, les piqûres, tous ces traitements qu'elle doit prendre en continu. On avait fait la FIV en juillet 2019. Et là, on a passé le mois de janvier. Donc, tu arrives en février 2020 et là, tu te dis, OK. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Et je vous confirme que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient à l'instant d'annoncer qu'un cas de coronavirus est détecté sur le territoire français. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. En mars 2020, Pascal fête ses 48 ans, alors que les PMA en France et dans les cliniques à l'étranger sont stoppés net par la crise du Covid-19, sans aucune date de reprise annoncée. Pascal et des milliers d'autres femmes doivent alors repousser leur FIV à plus tard et interrompre le traitement qu'elles prenaient depuis des mois, parfois des années, car la PMA, la procréation médicalement assistée, n'est pas considérée comme un traitement urgent. Les FIV vont reprendre très progressivement. D'abord en France à la mi-mai, Pascal reprogramme une FIV en Espagne en juillet 2020, exactement 1 an après la première. Donc tu as ton traitement, tout est prêt. Et là, tu appelles l'Espagne, ils te rassurent, ils disent non mais quand même, ça marche bien ces traitements, vous inquiétez pas comme ça. On a quand même 50% de réussite
Au transfert d'après, tu as envie de dire: «Ouais, mais enfin bon, si je suis encore dans les 50 mauvais, il y avait déjà 50% la première fois quand même». Et puis, le mois de juillet arrive où je dois prendre mon traitement, où je peux caler la FIV puisque ils ont réouvert les frontières, d'accord? Donc, on a vraiment calculé ça au plus proche. Je me suis dit: «Dès qu'ils réouvrent, faut pas qu'il y ait un deuxième confinement, on va pas se programmer ça en août, quoi». Donc je repasse mon mois de juillet à me manger le traitement est encore pire que le premier. Je savais pas que c'était possible, en fait. Cette fois-ci, on est beaucoup plus, pas déterminé, mais on sait qu'on s'approche du but quand même avec Florent. À chaque fois que je suis désespérée, il me dit: «Pascal, même si c'est pas cette fois-ci, ça peut très bien avoir un peu évolué ton milieu utérin», c'est ce qui est tout à fait possible, et que la deuxième fois, ça marche. En tout cas, on se rapproche du traitement qu'il te faut. Donc c'est vrai, ça me parle quand il me dit ça. Je me dis: «Oui, il a raison, on a quand même des chances». Et puis on va à Séville et là, on se dit: «On veut passer un bon moment. On veut que ce soit chouette. On veut être», et c'était hyper doux, hyper chouette, hyper, on s'est fait un bon petit resto, on s'est baladés, il dit: «Si tu veux, je vais prendre du Valium avec toi, comme ça, on va rester tranquillou à se regarder un film». Tu vois? C'était vraiment chouette, quoi. C'était beau, c'était beau. On était, vraiment 2 en phase, alors que la première fois, on n'était pas aux mêmes états d'angoisse au même moment. Et là, je pense qu'on vivait les mêmes choses au même moment. Et ça, c'était très fort, en fait. Tu vois, pour surmonter ça. Là, je mets plus d'enjeux que la première, parce que je me dis, bah voilà, normalement, avec tout ce qu'on a fait à Paris, en effet, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne pas, bon, bah ça peut arriver. Mais je mets plus d'enjeux, je me sens encore plus... je me sens encore plus avec Pascal, en fait. Je me sens vraiment... je sens qu'on est au même endroit, là, d'attente. Et on est arrivé au transfert, qui était plus pénible que le premier, parce qu'ils m'avaient tellement fait gonfler la vessie, ils m'ont fait attendre on te demande de boire, sauf qu'ils avaient 1 heure de retard. Donc là, tu peux plus, quoi. Tu te dis: «Non, mais il faut que j'aille aux toilettes», et en même temps, tu peux pas attendre parce que les embryons, ils sont décongelés, il faut que ce soit à tel moment, donc ils peuvent pas attendre de te refaire boire, et on n'en pouvait plus, donc j'avais hyper mal et j'en pouvais plus. Bref, ce moment était encore très beau, très, très beau, ce moment de transfert. En plus, pour le coup, les filles ont été super à la clinique, vraiment, elles nous ont accompagnés. Comme j'avais cette perfusion d'intralipides, après le transfert, normalement, tu rentres chez toi. Sauf que là, j'avais 2 heures de perfusion d'intralipides, donc il y avait Florent qui me mettait des petites méditations, il les faisait par terre avec moi, donc les correspondantes médicales et puis les infirmières venaient vérifier, reprendre la tension, nous disaient: «Ça va, vous êtes bien, vous êtes marrants là, tous les deux». Bon, c'était vraiment, vraiment un beau moment. Et ensuite, on rentre à la maison et cette fois-ci, c'était doux. C'était pas les mêmes angoisses, les mêmes craintes que la première fois. On n'avait pas les mêmes questions. On n'avait plus de questions. On avait juste: est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? On va se prendre des petits déj sur la terrasse. Florent, il était adorable, il faisait les courses, le petit déjeuner, il montait tout. Donc vraiment, on a eu que de la douceur dans toute cette aventure, cette deuxième aventure. Je pense qu'on y était plus préparés aussi, mine de rien, hein. Quand tu as traversé tout ça et que tu es allé au bout de tout ça, t'as plus envie de faire marche arrière. Enfin, on n'avait déjà pas envie la première fois, mais moi, j'avais plus autant de crainte, quoi. J'étais un peu plus rassurée. Puis on a très vite repris l'avion. Donc première semaine, pareil, on était bien. Deuxième semaine, tu te dis: je sais qu'elle va être difficile. Et elle a été difficile parce que j'avais moins de symptômes que la première fois. J'avais peur que le traitement d'intralipide ait été trop fort et n'ait même pas permis à l'embryon de s'accrocher. Donc on était mais blancs comme des linges. Le jour où on est allé faire la fameuse prise de sang de bêta-HCG, blanc comme des linges. Un papa, une maman est un podcast original de Sixtine Lys. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.